C'est le titre d'une enquête extrêmement bien fouillée du New York Times aujourd'hui, où l'on nous dit que depuis 9 ans, la CIA a un peu plus qu'un pied en Ukraine. Merci de nous avoir rejoint, Laura Pouget. Concrètement, comment ce maillage s'est-il structuré, Laura ? Eh bien, l'enquête du journal américain commence par une description, celle d'une base militaire ukrainienne nichée dans une forêt, abandonnée et détruite. En apparence, car, je cite, un passage discret descend vers un bunker souterrain où des équipes de soldats ukrainiens traquent les satellites espions et écoutent les conversations entre commandants russes. Un centre de l'armée ukrainienne, me direz-vous. Mais pas seulement. La base est presque entièrement financée et en partie équipée par la CIA, écrit le New York Times, évoquant un secret. Et selon le journal américain, elle est loin d'être la seule. 12 bases CIA sont positionnées en Ukraine, le long de la frontière russe. 12 bases auxquelles il faut ajouter 2 autres bases d'interception des communications russes, elles aussi financées par la CIA. Un partenariat, d'après l'enquête, dans la mesure où les services rendus se font dans les deux sens. La CIA fournit aujourd'hui à l'Ukraine des renseignements sur les frappes de missiles ciblés, sur les mouvements de troupes russes, et elle aide au soutien et à la formation des espions ukrainiens. Mais les espions ukrainiens, eux aussi, ont fourni des informations aux Américains, notamment des preuves de l'implication de la Russie dans le crash du vol 17 de la Malaysia Airlines, survenu, souvenez-vous, en juillet 2014, ou encore des données sur la désinformation russe à l'œuvre dans la présidentielle américaine de 2016. 2016, 2014, oui, car ce partenariat n'est pas né avec la guerre, mais il y a 10 ans, selon le New York Times, à la faveur d'un événement, la révolution de Maïdan et le renversement du pouvoir pro-Kremlin. Le chef du renseignement nouvellement nommé, alors pro-occidental, aurait proposé à la CIA, en pleine crise et en pleine nuit via un appel téléphonique, de nouer ce partenariat. Alors, est-ce que, Laura, cette implantation aurait pu aller jusqu'à agacer le maître du Kremlin, Vladimir Poutine ? Peut-être même l'influencer. Christophe, voici en tout cas ce qu'écrit le New York Times dans son enquête. Vers la fin 2021, selon un haut responsable européen, Poutine se demandait s'il devait lancer son invasion à grande échelle lorsqu'il a rencontré le chef de l'un des principaux services d'espionnage russes qui lui a dit que la CIA, en collaboration avec le MI6, contrôlait l'Ukraine et en faisait une tête de pont pour les opérations contre Moscou. Il n'est pas dit que c'est le partenariat qui a poussé le président russe à envahir l'Ukraine, mais il est sous-entendu qu'il a pu peser, jouer un rôle dans sa décision en concurrençant son obsession de contrôler l'Ukraine. Et pourtant, souligne le New York Times, les responsables américains ont souvent été réticents à s'engager pleinement, craignant de provoquer le Kremlin. Des hauts et des bas ont ainsi émaillé ce partenariat, les États-Unis faisant pression sur l'Ukraine pour qu'elle ne franchisse surtout pas certaines lignes rouges, et les Ukrainiens regrettant la prudence américaine. Des règles tombées en désuétude le 24 février 2022. Le partenariat s'est alors renforcé. De nombreux officiers de la CIA sont arrivés en Ukraine et ont commencé à aider les forces de Kiev à identifier des cibles russes potentielles. Aujourd'hui, 2 hommes symbolisent son importance. Le premier, c'est lui, William Burns, le directeur de la CIA en personne, qui s'est rendu en Ukraine jeudi dernier, sa 10e visite depuis le début de la guerre, mais cette fois-ci dans le but de rassurer ses contacts dans le contexte morose du blocage de l'aide américaine. Le second, vous le connaissez également, c'est Kirill Boudanov, l'actuel chef du renseignement militaire ukrainien. Le New York Times révèle qu'il a été formé par la CIA, et oui, car il était membre de l'unité 2245, un commando d'élite poussé par l'agence américaine en Ukraine. Il était même une de ses étoiles montantes, écrit le journal, au point que quand il a reçu une balle dans le bras dans les combats du Donbass, il a fait sa rééducation dans un centre spécialisé du Maryland. Merci beaucoup, Laura. Avant qu'on s'interroge peut-être sur les motivations du chef du Kremlin, Xavier, un mot sur cette implantation de la CIA, 12 bases. C'est pas rien, on ne savait pas qu'il y en avait autant, c'est le New York Times qui nous l'apprend. Ils ont interrogé plus de 200 hauts responsables avec même pas mal de documents à la clé. Est-ce qu'on se dit que s'il n'y avait pas toute cette influence de la CIA, l'Ukraine aurait depuis longtemps perdu la guerre ? Je ne peux pas répondre à cette question, mais il est certain que ça aide énormément les Ukrainiens d'avoir cette influence de la CIA, enfin cette aide de la CIA qui se manifeste donc par ses bases, mais qui se manifeste aussi par toutes les observations qu'on peut faire depuis le ciel. Il y a les AWACS qui circulent au sud de la Crimée, le long de la frontière en Pologne, roumaine, et qui surveillent
en temps réel le champ de bataille, comme le font les Russes d'ailleurs avec leurs propres avions, dont un vient à nouveau de se faire descendre, la 50. Et puis il y a les satellites aussi. Toutes les désignations de cibles et toute la façon d'attaquer pour les Ukrainiens dans la profondeur sur le sol russe vient vraisemblablement de données, d'informations données par la CIA. Il y a une véritable collaboration. Le cas de Boudanov est très très intéressant parce que dans cette unité 2245, il était chargé de récupérer tout le matériel de transcription, de télécommunication russe qui permettait ensuite aux Américains de pouvoir faire des écoutes qui soient efficaces. Donc cette histoire-là, en fait, elle démarre quasiment en 2004 avec la première révolution orange ukrainienne où un gouvernement démocratique arrive au pouvoir. Ensuite, les pro-russes reprennent le pouvoir avec Yanukovych et puis il y a Maïdan en 2014. Et il est évident que à ce moment-là, la CIA, mais aussi les services britanniques MI6 se disent qu'il ne faut pas laisser passer l'occasion, qu'il faut aider l'Ukraine, puisqu'une guerre est en cours à ce moment-là, dans le Donbass et puis en Crimée. Bon, c'est une guerre qui n'a pas eu lieu puisque les Russes ont réussi à prendre la Crimée sans combattre et qu'il faut absolument s'implanter pour préparer l'avenir. Et on voit aujourd'hui que c'était judicieux. On va voir dans un instant comment cette implantation, ou ces implantations, parce qu'il y a la CIA, il y a le MI6 aussi, les services secrets extérieurs britanniques. Il y a même des services de renseignement néerlandais, nous dit-on, à un moment donné, qui rentrent un peu dans le jeu. Bien évidemment, et je suis sûr que si on gratte, Anne, on va trouver au bout des services de renseignement un peu français également qui rentrent dans le jeu. Oui, on est bien d'accord. Général, quand même, moi je reviens sur ma question de co-belligérant. Alors, je ne vais pas dire que cette photo est une illustration de ce qui s'est passé, mais on est bien d'accord, si on prend la une base militaire ukrainienne, mais on sait que la CIA est derrière, nichée dans la forêt, abandonnée et détruite. Voilà, la guerre des espions. À partir du moment où vous avez des hommes de la CIA qui se trouvent implantés en Ukraine, nul doute qu'ils n'ont pas sur eux juste des tire-boulettes. Ils doivent être quand même armés. Ce sont des Américains, non ? C'est pas évident. Ou je me trompe. À quoi ça sert, 12 balles ? Pas évident. D'abord, il faut voir que les agences de renseignement, et la CIA est la première d'entre eux, vont là où on ne déploie pas des militaires précisément. C'est parce que c'est clandestin tout ça. Les services de renseignement, c'est clandestin. Maintenant, comme vous me demandez si c'est de la co-belligérance, je dis non, ce n'est pas de la co-belligérance. Si les États-Unis envoient un conseiller à Vladimir Zelensky, un conseiller défense, tiens, qui sera en civil, forcément. Est-ce que c'est de la co-belligérance ? Non, c'est pas de la co-belligérance. Donc, et s'il est en uniforme avec une arme ? Ah bah oui. Mais là, ils ne sont pas en uniforme avec des armes, croyez-moi. Là, ils conseillent depuis l'extérieur. Je prends le pari ils font des petits allers-retours, mais il n'y a pas d'hommes qui travaillent avec cette base, en tout cas. Alors sur le après, les histoires de forces spéciales, ça, c'est encore spécial. mais là, on n'est pas dans le cadre de la force spéciale. Il vaut mieux éviter de se faire prendre à ce jeu-là. D'autant qu'on a tous les moyens de l'éviter. Il existe tellement d'agences autonomes maintenant où les gens travaillent. Souvenez-vous du Donbass dans les années 2014. Où on parlait des petits hommes verts. Bon, ben, pourquoi les Américains n'auraient pas des petits hommes verts ou des hommes jaunes ? Donc, on n'a pas du tout besoin de se mettre à la faute en étant armé en uniforme, avec un badge américain. Enfin, bon, c'est vraiment... Non, mais sans le badge américain. Un service de renseignement. Je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu'au badge américain. La deuxième remarque que je voulais faire, parce qu'il me semble que c'est important, dans le dialogue de Poutine, on est assiégé par l'OTAN, etc., on oublie toujours une chose, c'est que les Américains ne se sont pas précipités dans les pays d'Europe centrale et orientale après la fin de la guerre froide. Voilà. Mais il y a eu une terrible demande de tous ces pays-là. Moi, j'en ai été témoin parce que j'étais à l'OTAN à ce moment-là, et des pays de l'Est qui voulaient absolument de l'américain, qui voulaient... Oui, c'était une protection, une garantie. Absolument. Au nom de plus jamais les Russes. Et ceux qui peuvent nous protéger, c'est les Américains, donc c'est l'OTAN. Donc on les voyait demander, accélérer la démarche d'entrée dans l'OTAN, d'intégration, de déploiement de forces sur leur territoire. Ils avaient tout compris aussi. Donc la différence, si vous voyez, après la guerre froide, vous avez les pays du pacte de Varsovie qui disent plus jamais ça, et les autres pays occidentaux qui n'avaient pas de raison particulière de maintenir l'OTAN, qui disent si, on en veut encore de l'OTAN, parce que ça nous protège. Vous voyez. Donc il ne faut jamais perdre de vue cette différence. J'en ai parlé quelques fois avec des Russes d'ailleurs qui l'admettent ça. Ils admettent le fait que partout où ils étaient en situation de domination, les Russes faisaient l'objet d'un rejet.
par les populations. Alors, est-ce que ce maillage de la CIA, ça a pu agacer le chef du Kremlin? C'est un haut responsable qui le dit au New York Times. Oui, en 2021, il a eu des affirmations comme quoi il y avait bien tout ce maillage. C'est par un chef de son service de contre-espionnage, bien évidemment. Et ça a pu l'agacer. Écoutons ce qu'en pensait il y a quelques minutes celui qui était avec nous et qu'on connaît bien ici, Lucas Manger. De fait, voyant depuis 2014 la CIA a installé non seulement une base, mais des hommes travailler de manière très imbriquée avec les Ukrainiens, si on se place du point de vue du Kremlin et du point de vue de la Russie, ça voulait dire accepter qu'en gros, un ancien allié qui était l'Ukraine, avec lequel les services russes étaient complètement interconnectés avec les services ukrainiens, ils voyaient lui échapper non seulement un service qui était son allié, mais qui passait complètement dans le camp ennemi. Donc on peut imaginer que dans la tête de Vladimir Poutine, ce soit non pas une déclaration de guerre, mais de guerre au sein du renseignement, c'est-à-dire vous avez décidé de vous installer à ma porte en Ukraine, chez mes anciens alliés, donc je ne peux pas permettre que la CIA et les autres agences, parce que derrière la CIA, il y a toutes les autres agences militaires et de renseignement américains, soient à quelques centaines de kilomètres de ma frontière, voire le long de ma frontière. Je ne peux pas accepter ça et donc je vais m'en débarrasser. Et quand Vladimir Poutine faisait ses discours, et fait toujours, mais faisait avant l'invasion des discours en disant à quel point l'Ukraine était un pays de nazis à la botte des Américains, derrière, il y avait aussi ça, c'est-à-dire vos renseignements sont à la botte des renseignements américains et je ne peux pas permettre une telle agression dans le monde feutré et secret du renseignement. C'était une agression.